Madame, Monsieur, bonsoir. La question de la santé des Ivoiriens et des habitants de Côte d'Ivoire a toujours été au menu des programmes de gouvernement et fait partie des préoccupations principales du président de la République. Sur Live TV, la télé sans filtre, nous mettons un point d'honneur dans Ya Solutions à la question de la santé et surtout à la question des progrès réalisés en la matière. Aussi, on a vu autant de savants et de spécialistes de la question de santé publique se rendre d'un pays à l'autre pour apprendre, pour renseigner, pour découvrir. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, se sentant responsable de la santé des Ivoiriens et des habitants de Côte d'Ivoire, a amélioré les soins dans les hôpitaux publics et les institutions classiques. Dans ce numéro de Ya Solutions, nous allons vous présenter les progrès absolument considérables dans la chirurgie cardiovasculaire, la cardiologie interventionnelle et l'assistance médicale à la procréation. Mesdames, Messieurs, à tout problème, il y a une solution. Bienvenue dans Ya Solutions. Nous sommes à l'ICEA, l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Il est 9h37 ce lundi matin. Victoire fait son entrée dans cet hôpital spécialisé dans la prise en charge des personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, la toute première de l'histoire en Côte d'Ivoire. La jeune dame qui tient à garder l'anonymat va subir ici une intervention chirurgicale à cœur ouvert. Il y a un dossier que vous allez remplir. D'accord. Et c'est avec ça qu'on va faire votre suivi. D'accord. Victoire est orientée et conduite dans une unité d'hospitalisation à l'étage. Après un accouchement où j'ai perdu mon bébé, donc mon médecin traitant, le gynécologue, a pensé que j'avais un problème de cœur. C'est comme ça qu'ils m'ont demandé de venir faire des examens ici. Et puis, suite à ça, ils ont découvert que j'avais un rétrécissement mitral. Un personnel spécialisé veille sur elle. La patiente n'a que 39 ans, mais présente déjà de graves problèmes cardiaques qu'elle a découverts en 2015. Ils m'ont demandé si j'avais eu le rhumatisme dans mon enfance. Je leur ai dit oui. Ils m'ont aussi demandé si j'avais eu l'angine. Effectivement, j'ai eu beaucoup d'angine dans mon enfance. C'est ma grand-mère qui a traité ça, mais de manière traditionnelle. Donc, parce qu'on me traitait de bébé gâté à cause de ça, tout et tout. Mais on n'a jamais pensé que c'était quelque chose qui pouvait avoir des répercussions après. Durant tout mon cursus scolaire, je n'ai pas fait l'épreuve physique. On a toujours pensé que j'étais asthmatique parce qu'il n'y a pas eu de diagnostic fait au préalable. En fait, quand je ne peux pas faire d'efforts, je m'étouffe vite. Je m'étouffe vite, je ne peux pas marcher longtemps et je ne peux pas faire d'efforts en tout cas. Elle va passer la nuit ici, en hospitalisation. Le cœur est un muscle qui fonctionne comme une pompe. Il fournit à nos organes le sang qui leur est indispensable pour vivre. Il est lui-même approvisionné en énergie par l'intermédiaire de 3 vaisseaux sanguins qui sont les artères coronaires. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité en Côte d'Ivoire. 39,92% des personnes dont l'âge est compris entre 20 et 79 ans souffrent de l'hypertension artérielle. Mardi matin, retour au service de chirurgie cardiaque. C'est l'effervescence au premier étage. Le premier étage est celui des blocs opératoires, non loin des bureaux du professeur Kenja, qui a pris ses quartiers depuis les premières lueurs de cette journée. C'est lui le chirurgien qui va opérer le cœur malade de Victoire. Le professeur Kenja Kwasi est entré dans cette formation hospitalière comme interne en 1988. Après de longues et laborieuses années de formation en chirurgie cardiaque, il devient professeur en 2006 et depuis 2005, le chef de ce service à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Chirurgien cardiaque senior bien établi, il cumule près de 35 années d'expérience en la matière. Cet as du bistouri est celui qui conduit l'opération de ce jour. Ce n'est pas une activité qui concerne un individu, c'est une activité qui concerne une équipe. Il y a un maillon faible dans l'équipe, ça peut remettre en cause toute l'activité. Donc, ce n'est pas le chirurgien essentiellement, il est important, mais
Si les autres ne suivent pas, il ne peut pas le faire. Les interventions chirurgicales à cœur ouvert ne sont jamais banales. Le remplacement d'une valve calcinée concerne des centaines d'Ivoiriens chaque année. Et la gestion de toute intervention commence ici, dans cette salle, par une séance de discussion pour évaluer le pronostic du patient. C'est au cours de cette rencontre que le Collège de médecins programme les interventions à venir. Le dossier de Victoire passe à la loupe. Elle souffre d'un rétrécissement mitral très serré. Il faut réparer sa valve. Il en existe 4. La valve mitrale sépare l'oreillette gauche du ventricule gauche. Comme définition du rétrécissement mitral, nous pouvons dire que le rétrécissement mitral est une diminution du calibre de l'orifice mitral, entraînant une gêne au passage du sang de l'oreillette gauche au ventricule gauche en diastole. Le remplacement valvulaire mitral, on préservera d'abord la valve native, puis une calibration de l'orifice et la prothèse sera mise en place sur l'anneau mitral. À la fin, il y aura une fermeture plomb par plomb et une pose de 2 trains, dont un péricardique et un rétrosternal. Comme traitement post-opératoire, nous ferons une antibioprophylaxie. Notre patiente sera sous antalgique. Elle sera sous traitement anticoagulant efficace à vie. On réalisera également une kinésithérapie respiratoire et ses pansements. L'opération de Victoire est une urgence vitale, mais les risques de complications liées à cette intervention sont faibles. C'est moins de 2% de complications graves. Il s'agit de remplacer la valve calcinée par une prothèse. La surface mitrale normale, c'est 4 à 5 cm². Elle a 0,73 cm². Ça veut dire que c'est fermé complètement. Avant de décider de changer la valve, il faut qu'on soit certain que le cœur lui-même n'est pas complètement dégradé. Si le cœur lui-même est complètement dégradé, il n'y a aucun intérêt à changer la valve puisque ça ne va rien lui apporter. On change la valve parce que le cœur est encore compétent. On pense que le pronostic est bon, donc c'est une patiente qu'on devrait mettre au programme et c'est ce que nous allons faire. Merci beaucoup. Nous retrouvons Victoire, déjà prête, elle sera très vite conduite au bloc opératoire. On va vérifier le consentement opératoire et puis nous allons y aller dès que tout est OK. Ici, nous sommes au cœur du cœur. C'est ici que la magie opère. Un balai de soignants, plus d'une quinzaine s'active. Chirurgiens, internes en chirurgie, infirmiers de bloc, infirmières circulantes, perfusionnistes, c'est un travail d'équipe savamment orchestré. L'anesthésiste et les infirmiers anesthésistes jouent un rôle clé dans cette intervention. On l'endort en tenant compte de son état, qu'elle donne vraiment, on va l'intuber, on la met sous ventilation. Et pendant ce temps, il y a ce moniteur qui nous donne tous les paramètres, c'est-à-dire sa fréquence cardiaque. Vous avez la pression artérielle qu'on va prendre au pied. Et quand elle a fini de dormir, on va prendre la pression artérielle directement au niveau de l'artère. Pendant plus d'une heure, le corps de la patiente est préparé à subir cette intervention qui se fera sous anesthésie générale. On ne sait pas les canules veineuses, on attend la canule artérielle, canule de cardioplégie. Il est 12h26 lorsque le chirurgien incise le thorax et coupe le sternum pour accéder au cœur. Le professeur Kenja pour cette intervention est assisté par le professeur Kiroa Kamnan. La haute est clampée. Tu aspires sur la racine aortique. Tu envoies la cardioplégie dans la racine aortique. Voilà. La patiente, pendant toute la durée de l'opération, va être placée sous circulation extracorporelle. Et c'est en ce moment que le perfusionniste rentre en scène. Lui, c'est le loup à bois. Le praticien en circulation extracorporelle actionne des molettes et des manettes pour purifier, refroidir ou réchauffer le sang de la patiente qui file à toute vitesse dans un réseau entrelacé de tuyaux. C'est lui qui pilote le dispositif cœur-poumon artificiel qui va remplacer la fonction du cœur, le reste du corps durant l'intervention. Mais une fois que le cœur est arrêté, il faut faire la suppléance. Donc c'est cette machine qui fait la suppléance. Tout le temps qui va durer les réparations. Le cœur est arrêté, la machine fait la suppléance, joue le rôle du cœur pendant tout cet arrêt. Le temps que le chirurgien a fait des réparations qu'il faut, et à la fin des réparations, on assiste le cœur
jusqu'à ce qu'il puisse reprendre. Pendant toute l'intervention, le chirurgien va demander aux pompistes d'augmenter ou de ralentir le sang oxygéné par la machine. Le loup, dépasse s'il te plaît. Mets la deuxième canule. Attends d'abord. Un clan dessus. Voilà. Ok, c'est bon. Tiens ça. Le cœur est littéralement ouvert. Il faut retirer la partie malade de la valve et la remplacer. Toutes les secondes de cette opération sont stratégiques. La prothèse opposée ce jour-là a une durée de vie illimitée. Avant de redémarrer le cœur, on le vide de l'air qui s'est accumulé sous peine de détruire le cerveau qui pourrait recevoir une bulle d'air. Tout doucement, le perfusionniste baisse la circulation extracorporelle, puis l'arrête complètement afin que le cœur reprenne son rôle vital. L'organe central peut reprendre son cours vers la vie. Environ 2 heures, c'est le temps mis pour réparer le cœur de Victoire. Mission accomplie pour l'équipe du professeur Kendja qui peut souffler. C'est un autre exploit spectaculaire que ce chef de service et son équipe enregistrent au compteur. En fait, dire que c'est une réussite, c'est une lapalissade. C'est une réussite parce qu'on n'opère pas un patient quand on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Pour nous, cette activité est une activité routinière. Elle est routinière, on la fait régulièrement. On explique aux patients qu'il y a des risques, quelles que soient les interventions, mais on n'avait aucun doute là-dessus sur l'issue de l'intervention. Grâce à ses performances, l'Institut de cardiologie d'Abidjan s'impose de nos jours comme la structure de référence en matière de cardiologie, tant sur le plan national qu'international. Cela fait plus de 40 ans qu'a eu lieu ici la toute première opération à cœur ouvert. C'était en 1978, 2 années après la première transplantation cardiaque mondiale en Afrique du Sud. L'autre fierté de ces services se trouve dans le bloc opératoire voisin. On l'appelle la salle de cathétérisme cardiaque. Si avant l'on ne pouvait uniquement traiter les patients que par la chirurgie cardiaque, aujourd'hui et depuis plus de 10 ans, l'ICA propose des traitements chirurgicaux beaucoup moins lourds par les moyens de la cardiologie interventionnelle. Les traitements des maladies coronaires, de l'infarctus du myocarde, reste le pilier de la cardiologie interventionnelle. L'on peut aujourd'hui traiter des pathologies plus complexes du cœur en anesthésie locale et c'est une vraie révolution. Ici, c'est le monde de la chirurgie 2.0 et c'est le professeur Roland Guetta qui tient les commandes. Le professeur Ekou et le docteur Yao sont en doublure. Petite piqûre pour l'anesthésie locale. Voilà, on anesthésie en fait, fait une petite piqûre devant l'artère radiale. L'artère radiale, c'est l'artère qu'on va ponctionner pour pouvoir arriver au niveau du cœur. C'est elle qui va être notre porte d'entrée dans le corps du patient pour arriver au niveau du cœur. Après l'anesthésie locale, on va ponctionner maintenant l'artère radiale pour pouvoir mettre en place un dispositif qui s'appelle un désilé, un introducteur à valve qui va rester dans l'artère et c'est par cet introducteur qu'on va passer tout notre matériel. Petite incision à peine plus grosse qu'une pièce de monnaie, juste ce qu'il faut pour introduire instruments et caméras. Et très vite apparaît à l'écran le cœur du problème. Donc là, on fait un petit exercice de calibrage pour être sûr de ne pas rater la zone malade en fait. Donc ce patient en fait a déjà bénéficié d'une coronarographie. La coronarographie, c'est l'intervention qui a permis de voir un peu les artères du cœur, voir la cartographie de ces artères coronaires. Et au cours de la coronarographie, on a retrouvé un rétrécissement sur une de ces artères. Une artère qui s'appelle l'artère coronaire droite, qui a un rétrécissement. Et c'est ce rétrécissement-là qu'on va traiter en implantant un stent coronaire sur cette portion qui est rétrécie. La dynamique équipe que pilote le professeur Guetta a la lourde charge de poser un sterne sur le cœur d'un homme de 65 ans qui, étant réveillé, ne perd pas de miette de cette intervention. Monsieur le médecin, Oui. je vous mets un petit tuyau dans le poignet. Hein. D'accord. Vous pouvez sentir quelque chose passer là. D'accord. Voilà, c'est fini. Cette opération moins agressive reste tout de même très délicate et minutieuse et pourtant, l'ambiance qui règne ici est étrangement calme, presque feutrée. Passion et enthousiasme sont au cœur de la réussite de cette intervention
qui n'aura duré que 49 minutes d'horloge. Cette prothèse, qui est appelée stent coronaire, va permettre à ce patient de recevoir plus de sang au niveau de son myocarde et puis donc de ne plus avoir des douleurs dans la poitrine et surtout de pouvoir avoir une activité physique et une vie on va dire, améliorée. Moins de complications, de douleurs et une meilleure récupération. Voilà les avantages pour les patients de cette technique que seul l'ICEA utilise en Côte d'Ivoire et même dans plusieurs pays de la sous-région. La cardiologie interventionnelle fait aujourd'hui la renommée de ce service et du système de santé ivoirien. Mais l'excellence a un prix, celui de la formation. En première loge pour comprendre et interagir entre eux, ce groupe de jeunes médecins dans la salle de commande. Pour pallier toute défaillance ou absence, les chirurgiens titulaires forment en permanence des praticiens qui pourront un jour les remplacer. Ces jeunes praticiens encore en formation passent le clair de leur temps entre le bloc opératoire et la salle des cours. Bonjour à tous. Comment ça va? Tout le monde en forme? D'accord. Donc, ce matin, je veux qu'on revoie ensemble rapidement la prise en charge initiale des syndromes coronariques IST+. Vous savez que c'est la forme la plus grave dans la maladie coronaire. Aujourd'hui, plus de 50% des étudiants en médecine sont des femmes, mais peu d'entre elles choisissent la chirurgie cardiaque, encore moins la cardiologie interventionnelle, un domaine encore très masculin. Dans cette classe, elles ne sont que 2 pour cette spécialité où la vie ne tient qu'à un fil. Le professeur Guetta rappelle les défis et les enjeux du quotidien hors du commun de cette formation. C'est un métier qui n'est pas facile, mais qui est passionnant, parce que les résultats sont spectaculaires. Vous voyez l'impact, on va dire, de votre action immédiatement sur la vie des patients. Les patients qui sont au bord de la mort, de vous ramener au centre de la vie grâce à vos actes que vous posez. Donc c'est assez passionnant et nous, franchement, je pense que quand on partage avec les patients ce qu'ils vivent après ces interventions, on est heureux. Et pour que la Côte d'Ivoire continue de bénéficier d'un des meilleurs systèmes de santé en Afrique, l'État prend en charge les frais de formation de ses médecins. C'est le défi le plus important, la formation des ressources humaines. Parce que même si vous avez les moyens d'acheter des salles de cathétérisme cardiaque, si vous avez les moyens d'acheter des consommants médicaux, si vous n'avez pas de cardiologue interventionnel, il n'y aura pas de cardiologie interventionnelle. Pour la petite histoire, il y a des pays en Afrique subsaharienne qui ont eu des salles de cathétérisme cardiaque, mais qui n'ont jamais fonctionné, parce qu'il n'y avait pas de salle, il n'y avait pas de cardiologue interventionnel. Et heureusement, l'État s'investit beaucoup pour la formation en cardiologie interventionnelle. Toutes ces formations dont je vous parle ont été financées par l'État du Côte d'Ivoire. Toutes ces formations. Moi-même et tous ceux qui sont venus après moi. C'est vrai que moi j'ai eu la chance de bénéficier au départ d'une bourse française, mais très vite, le relais a été pris par l'État du Côte d'Ivoire pour notre formation. Et après moi, l'État, par le biais de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, finance la formation sur la cardiologie interventionnelle. Ce sont des formations qui sont planifiées. Donc aujourd'hui, la direction de l'hôpital sait que dans 2 ans, il y aura tel cardiologue interventionnel. Donc c'est des financements qui sont planifiés. Et je pense que l'État a vite compris que la formation des hommes, et notamment des cardiologues interventionnels pour notre pays, est quelque chose de très important et les moyens sont mis pour le faire. En Côte d'Ivoire, 4 personnes sur 10 sont victimes de l'hypertension artérielle. Un taux de prévalence inquiétant qui amène le gouvernement ivoirien à consentir des efforts dans le cadre de la lutte contre les pathologies liées au cœur. L'hypertension artérielle est le facteur le plus important qui engendre des complications cardiaques et du diabète. C'est une maladie chronique et silencieuse qui fait partie de la vie de cette dame, le diabète. À 64 ans, Amina Thérèse Kofi est diabétique depuis plus de 10 ans. Elle n'a pas été à l'abri des complications graves de cette maladie. Conséquence, il y a 2 ans, Thérèse a été amputée du pied droit. Une amputation traumatisante qu'elle vit encore difficilement. J'ai pensé à mes enfants et mes petits-enfants. Quand la douleur a commencé, puis on est parti. J'ai dit au médecin, j'ai dit au professeur de couper ma jambe parce que la douleur était trop douloureuse. Je ne pouvais pas dormir. Je ne peux pas manger, je ne peux pas dormir. 2 mois. Et
Un vendredi, il m'a programmé et il me rejetait. Un soir, ma fille était enceinte, elle était à terme. J'ai dit à ma cousine, allons à la clinique. Il faut qu'on appointe mon pied parce que je ne peux plus supporter la douleur. Sinon, je vais mourir pour laisser mes enfants. Elle a remarqué à nouveau une perte de sensibilité et une plaie au niveau de son orteil. Après consultation, elle apprend que son pied gauche n'est pas bien oxygéné. Les artères sont obstruées par des caillots de sang. C'est l'artériopathie. Si rien n'est fait, la plaie peut s'infecter, devenir une gangrène et entraîner une autre amputation. Il faut intervenir rapidement et sauver le pied précieux qui lui reste. Celui qui traite de ce type de cas, c'est le professeur Anderson Amani, qui va effectuer l'intervention qui va améliorer la qualité de vie de Thérèse. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Bien dormi? Déjà debout? Vous êtes prête, non? On va vous opérer et puis vous n'avez pas peur. Ne vous en faites pas, ça va bien se passer. On ne va pas vous endormir. Pendant l'intervention, on va causer. Et ce qui va se passer, même vous allez voir. J'ai bon nombre de patients, malheureusement, qui viennent, qui sont déjà amputés d'un pied. Alors, depuis 2019, il y a en Côte d'Ivoire certaines méthodes thérapeutiques qui permettent de pouvoir éviter l'amputation chez ces patients, surtout ces patients diabétiques. C'est le cas aujourd'hui de Madame Kofi. C'est des plaques qui obstruent l'artère. Nous allons donc aller de par une chirurgie, je dirais, sans cicatrice. C'est une angioplastie. On rentre dans l'artère, on dilate et ça permet au sang de pouvoir arriver aux orteils et le pied de Madame Kofi sera sauvé. En Côte d'Ivoire, le diabète provoque 50% des amputations, toutes évitables selon le professeur Anderson Amani, chirurgien cardiovasculaire dont la spécialité chirurgicale traite et corrige les maladies des vaisseaux sanguins. Là, on est dans le blanc. L'opération se déroule sous anesthésie locale. Par une méthode dite mini-invasive, à travers un petit trou, le professeur Amani va aller dilater l'artère à l'aide d'un ballon. Le but étant d'éliminer les obstructions et les dépôts de sang dans les artères. Vous avez là le guide et on a mis ça qui est l'introducteur. Oui, il est passé à travers le trou d'aiguille. Et c'est à travers ça que tout va se passer. Et à partir de maintenant, on ne regardera plus ici. Tout se passera à l'écran. C'est à l'écran qu'on aura tout. Voici ce qui atteste que nous sommes dans la terre. Vous voyez, le sang y revient. C'est que nous sommes à présent dans la terre. C'est-à-dire que nous sommes sur la bonne voie. Très bien. Nous sommes sur la bonne voie. Oui. L'intervention est relativement courte. Elle a duré un peu plus d'1 heure et pour le professeur Amani, c'est une réussite. Un parfait succès. Le résultat il est immédiat. Vous allez voir, demain, il n'y aura plus de douleurs. Même à partir de ce soir, les douleurs vont s'estomper. Parfait. Et cette nouvelle méthode, cette nouvelle thérapeutique allège, comme je le dis, la vie du chirurgien et également la vie du malade. Parce qu'avant que nous commençons cette méthode nouvelle, on opérait les patients et l'intervention durait environ 7 heures du temps. Faire un pontage, le malade mettait 2 semaines à l'hôpital. Et là, vous voyez, on a mis environ 1 heure et demie. L'intervention est terminée sans aucune cicatrice. Demain, elle rentre chez elle à la maison, elle conduit sa voiture et elle retourne. Il me semble le jeune. Quand je rentrais, c'est parce que je ne pouvais pas faire chose. C'était pas ça. Naturellement, je me sens léger. Amina Thérèse Kofi s'en est bien tirée. Hospitalisée pendant 24 heures, elle peut dès le lendemain de l'intervention reprendre la marche. Vous avez entendu cœur et nous nous apprêtons à rencontrer le professeur Kramo Kwadjo Eloge, qui n'est autre que le directeur général de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Bonsoir professeur. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci de nous recevoir. Bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu. Merci. Professeur Kramo, en fait, vous connaissez la vie
en réalité, de cet institut, son évolution depuis quelques années où vous avez mis les pieds donc, la première fois. Mais l'Institut de cardiologie d'Abidjan est un symbole en matière de santé en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce symbole? C'est une histoire passionnante. Histoire qui a commencé avec notre premier président, le président Félix Houphouët-Boigny. En 1967, a eu lieu en Afrique du Sud la première transplantation cardiaque au monde. Et notre président, qui était visionnaire, qui voulait les belles choses pour son pays, a voulu, dans son pays, un hôpital dédié au cœur, à toutes les maladies cardiovasculaires. C'est ainsi qu'avec le professeur Edmond Bertrand, ils ont conçu ce projet et l'Institut de cardiologie a été inauguré alors le 24 novembre 1976. Alors, depuis lors, il y a eu des avancées en matière de technologie, d'évolution. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Déjà, les premières interventions étaient des interventions simples. Donc, en 1978, la première fois, un cœur a été ouvert ici à l'Institut de cardiologie pour que des réparations soient faites. Je dis bien 1978. Donc, depuis, des maladies cardiaques un peu plus compliquées, et puis aussi diversifiées, ont pu être opérées ici de façon régulière. En fait, de maladies cardiaques, il y en a de plusieurs sortes. Pour ce qui concerne le cœur lui-même, il y a ce qu'on appelle les malformations cardiaques congénitales. Donc, c'est des maladies avec lesquelles nous naissons. Donc, quand 1000 personnes naissent au monde, il va y en avoir 8 qui vont avoir des malformations cardiaques. Et ces malformations, pour la plupart, si elles ne sont pas opérées, elles ne sont pas compatibles avec la vie. La vie va s'arrêter. Et puis, il y a les maladies cardiaques qu'on appelle acquises. Donc, on est avec un cœur normal, mais parce qu'on a eu une mauvaise alimentation, on a une mauvaise hygiène de vie, ou bien parce qu'on a eu de rhumatisme cardiaque, alors les valves cardiaques sont abîmées. Donc, deux types de maladies cardiaques, les acquises et les congénitales. Mais l'ensemble de ces maladies, en tout cas pour la plupart, ces maladies sont prises en charge ici à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. La Côte d'Ivoire est équipée aujourd'hui. On a le centre, l'Institut de cardiologie d'Abidjan, certes, mais est-ce que nous disposons de plateaux techniques nécessaires pour venir à bout de toutes ces pathologies? Il y a eu des progrès vraiment très significatifs. En termes d'outils, les outils évoluent très vite en cardiologie. Et la mise à jour s'est faite de façon progressive. Et pour cela, je tiens à dire merci à nos autorités, merci à notre ministre des tutelles, le ministre Demba, merci au Premier ministre, merci au Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Nous avons pu avoir, au cours de l'année 2022 et au début année 2023, un renouvellement significatif de nos équipements. Nous avons reçu jusqu'à plus de 9 milliards d'équipements de pointe venus renforcer notre plateau technique. Donc, pour ce qui est du plateau technique, il est à un niveau assez bon aujourd'hui pour pouvoir prendre en charge au moins, je dirais, au moins 90% des besoins de soins en cardiologie en Côte d'Ivoire. Au niveau de la pratique, non seulement, mais à la tête de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Qu'en est-il de la formation? Est-ce qu'aujourd'hui, quand nous faisons l'histoire de l'Institut de cardiologie, nous pouvons affirmer que cet institut n'a jamais manqué de cardiologues excellents? Oui. Ce qu'on peut dire concernant la formation, c'est que l'Institut est un fleuron national, mais aussi sous-régional. Déjà, pour la formation des cardiologues, nous avons à l'Institut 100 médecins venant de plus de 18 nationalités différentes. Donc, un peu moins de la moitié, c'est des Ivoiriens, mais on a des médecins qui viennent jusque du Comore, en passant par le Cameroun, le Tchad, pour venir se former en cardiologie. Et donc, nous avons une grande partie des cardiologues africains francophones qui ont été formés ici à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Et pour les Ivoiriens eux-mêmes, nous avons formé ici plus de 120 cardiologues ivoiriens qui exercent, qui aujourd'hui sont dans l'essentiel des grandes régions sanitaires de Côte d'Ivoire. On peut dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est une bonne destination pour guérir son cœur malade quand on vient de l'extérieur. Oui, on peut le dire ainsi, puisque nous recevons, là encore ce matin, j'ai reçu un couple venu du Tchad, recommandé par un confrère du Tchad pour venir pour faire une coronarographie. D'autres fois, c'est pour la pose d'un pacemaker que des patients nous viennent de la sous-région, ou bien encore pour une opération à cœur ouvert. Donc notre plateau technique, en tout cas, il a un niveau qui nous permet d'être attractif, en tout cas pour l'heure, dans la sous-région. Est-ce qu'on peut parler chiffres en matière d'opérations à cœur ouvert réussies depuis quelques années, on va dire dans la décennie ou un peu plus loin?
Dans la décennie, on parlait des chiffres, on m'a dit plus de 400, plus de 500 opérations à cœur ouvert. Et dans l'interventionnel, les angioplasties, ce qu'on appelle l'angioplastie, c'est aller déboucher les artères coronaires, non les artères du cœur quand il y a une crise cardiaque. Là aussi, c'est plus de 1000. Pour les malformations cardiaques des enfants, c'est plus d'une centaine. Donc les chiffres sont assez éloquents. En tout cas, c'est une équipe qui est assez aguerrie, qui a une très bonne expérience. Nous savons que ça fait partie des priorités, la santé des Ivoiriens, donc au cœur du président de la République et de son gouvernement. Des mesures sont prises pour accompagner l'Institut de cardiologie et tous les autres domaines de santé donc, en Côte d'Ivoire. Quelles sont celles qui ont été prises à votre niveau? Déjà, la grande avancée ces dernières années qui va impacter, je pense, la santé des Ivoiriens, c'est déjà l'AMU. C'est le fait d'avoir une assurance, une couverture maladie pour toute la population. Et la grande avancée aussi ces derniers mois, c'est que le couple diabète-hypertension vient d'être ajouté au panier de prise en charge. Or, tout le monde sait, enfin, c'est sûr, puisqu'on en parle beaucoup sur les médias, l'hypertension artérielle, c'est un tiers de la population de Côte d'Ivoire qui en souffre. Donc, l'hypertension artérielle non traitée, c'est les accidents vasculaires cérébraux, c'est les crises cardiaques, c'est l'insuffisance cardiaque. Vous voyez actuellement le nombre de vos parents pour lesquels vous apprenez qu'ils ont fait un accident vasculaire cérébral, un AVC. Donc, plus on va traiter de personnes vivant avec l'hypertension artérielle, moins on aura d'accident vasculaire cérébral, moins on aura ces complications cardiaques, ces complications à type d'insuffisance rénale aussi. Donc c'est une avancée très significative et qui, je pense, va permettre d'améliorer la santé des Ivoiriens. Et il faut que je le rappelle, l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité actuellement au monde. Voilà, c'est la première cause de mortalité. Ce n'est plus les maladies transmissibles, c'est ces maladies non transmissibles qui sont en première position. Donc prendre le pari de soigner à la base, c'est quelque chose de très significatif. Et comme chez nous on dit, il y a tout problème, il y a une solution. L'Institut de cardiologie d'Abidjan demeure une solution pour ces pathologies, ces problèmes de santé que vous venez de dénoncer à l'instant. Tout à fait, tout à fait. À l'Institut de cardiologie d'Abidjan, je vous dirais, il y a des solutions. L'État de Côte d'Ivoire a pensé aux Ivoiriens qui vivent avec des maladies cardiovasculaires et cet établissement est là pour la prise en charge des Ivoiriens. C'est un hôpital pour la santé publique, ce n'est pas pour le privé, c'est pour le grand public. Et l'accès, comme je l'ai dit, se fait, c'est sur rendez-vous, idéalement en passant par un généraliste, mais les urgences, il n'y a pas de rendez-vous pour une urgence cardiovasculaire. Quelle que soit l'heure, quel que soit le jour, on vient aux urgences pour se faire prendre en charge. Merci, professeur Cramo, je vous remercie de nous avoir reçus à cet institut. Tout le plaisir était pour moi de parler de notre établissement et j'espère que le message va porter auprès de nos populations. C'est un établissement qui est certifié ISO 9001. Nous apprenons, en tout cas, nous nous efforçons à suivre des procédures pour que les clients, nos patients soient satisfaits de notre prise en charge. Je vous remercie. Monsieur le directeur général, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Nous allons avec vous maintenant nous intéresser, donc poursuivre ce reportage ensemble, aux avancées de l'assistance médicale en matière de procréation. En Afrique subsaharienne, le taux de fécondité est très important, soit 4,7 enfants par femme. Ce chiffre masque en vérité le taux d'infertilité le plus élevé du globe. 42% de couples en Afrique de l'Ouest peinent à concevoir un enfant, contre 30% en Afrique de l'Est et 40% en Afrique du Sud, selon une étude de 2020. Le problème, c'est qu'il existe très peu de centres spécialisés dans la fertilité en Afrique. La Côte d'Ivoire propose alors l'un des rares centres d'assistance médicale à la procréation du continent. Mariée depuis 12 ans, Fatim vit très mal le fait qu'elle n'ait pas encore donné la vie. C'est d'ailleurs pour ne pas faire honte à sa famille qu'elle ne veut pas témoigner à visage découvert. Jusqu'ici, sa vie n'a été qu'un enfer. La première opération s'est faite en 2011. En 2019, on me dit que j'ai un myome aussi, il fallait qu'on enlève. Le médecin m'a dit que j'avais un gros kyste, il fallait qu'on l'enlève. Et là, il a enlevé le kyste. Je me suis réveillée, je me suis dit que ça allait, tout était bon maintenant, je pouvais avoir mon bébé. Mais je suis revenue, j'étais en Guinée maintenant, 1 an, 2 ans, tous ouvriers. Je partais consulter, j'ai fait l'écho. On ne pouvait pas me dire à l'écho que je n'avais pas une trompe. Je ne pouvais pas savoir ça. Une fois, on m'a dit de faire l'hystéro. J'ai fait l'hystéro, on m'a dit que j'avais les trompes bouchées.
Et lorsque les trompes et les canaux sont bouchés, la seule solution pour enfanter est d'avoir recours à l'assistance médicale à la procréation, l'AMP en abrégé, anciennement connue sous le nom de PMA. Pour la jeune dame de bientôt 35 ans, c'est aujourd'hui son dernier espoir d'avoir un enfant. Donc on se préparait maintenant financièrement pour aller en Tunisie. Et Dieu nous a aidés. Une fois, on regardait la télé, on a vu la clinique Procréa. On disait qu'on faisait la fécondation in vitro. Donc on était vraiment contents parce que c'est un pays qui n'est pas loin de chez nous. C'est un hôpital pour la vie. La clinique Procréa est située en plein cœur d'Abidjan. C'est l'une des toutes premières en Afrique qui s'est spécialisée dans l'AMP. De nombreux couples viennent ici se faire aider par la fécondation in vitro ou des méthodes qui en dérivent. Nous sommes au bureau des médecins. Les docteurs Oussou et Lagdikpo sont gynécologues, des spécialistes de la fécondation in vitro, la FIV. Ce sont eux qui permettent à ces femmes qui viennent ici d'aller plus vite à la grossesse et réaliser leurs rêves. Avant toute procédure, ils commencent par chercher la cause de la fertilité en réalisant un bilan chez le couple. En fonction du bilan qu'on va avoir, on peut avoir des problèmes d'ovulation chez la femme. On peut avoir des problèmes d'infection qui vont entraîner ce qu'on appelle communément les trompes bouchées. On peut avoir chez l'homme une insuffisance de production de spermatozoïdes qui ne sont pas de bonne qualité. Et c'est en fonction de ce qu'on a trouvé qu'on va apporter une solution au couple. 40% des causes de l'infécondité viennent des femmes, 40% des hommes et 20% des deux combinés ou de sources inconnues. Pour évaluer la fertilité de l'homme, une simple analyse du sperme est suffisante. Elle est effectuée selon un protocole bien précis après 2 ou 3 jours d'abstinence sexuelle. Une plus longue abstinence peut diminuer la qualité du sperme. Le prélèvement est réalisé dans les locaux du laboratoire. Lorsque le patient donne l'échantillon ou l'échantillon, on a l'heure du recueil. On récupère l'échantillon avec l'heure du recueil. On prend l'échantillon, on le met à l'incubateur à 37 degrés pour qu'il soit dans un environnement comme dans les testicules, c'est-à-dire à une température de 37 degrés. On va le laisser dans cet incubateur-là pendant au moins 1 heure du temps avant de l'analyser. 80% des spermes qu'on a, c'est des oligospermies, c'est-à-dire la baisse du nombre de spermatozoïdes. Beaucoup de spermes qu'on reçoit ici ont un problème d'oligospermie. Le nombre baisse et aussi la mobilité baisse. Donc on parle d'oligo et asténospermie. Normalement, le sperme doit être liquéfié maintenant, on peut l'analyser. Là, il va mettre une goutte entre lamelle et lamelle pour vérifier à l'état frais s'il y a des spermatozoïdes ou pas. Cet échantillon ne pose aucun problème aux spécialistes. Présent en quantité suffisante de forme régulière, les spermatozoïdes sont bien mobiles. C'est ça. Là, on fait pratiquement une centrifugation pour les séparer, pour récupérer que les mobiles. Chez la femme, on recherche des anomalies au niveau du col de l'utérus, des trompes de Fallope et des ovaires. Les ovaires qui contiennent près de 400 000 œufs doivent être évalués par des examens cliniques. Et même si tous les organes anatomiques sont normaux, le jeu des hormones peut être perturbé par le manque de sécrétion de l'hypophyse, une glande située à la base du cerveau, entraînant l'absence d'ovulation. Les bilans rassemblés, le diagnostic posé, les médecins déroulent la stratégie spécifiquement adéquate dans chaque cas. En général, l'insémination artificielle, c'est pour le jeune couple dont le bilan montre que tout est normal, mais on ne sait pas pourquoi le couple n'a pas d'enfant. En général, au niveau de la femme, il y a ce qu'on appelle la gléa cervicale qui peut contenir des anticorps antispermatozoïdes qui vont agglutiner les spermatozoïdes et l'empêcher d'aller féconder l'œuf. Donc dans ces conditions, on fait ce qu'on appelle l'insémination artificielle qui va consister à préparer la femme, préparer les spermatozoïdes et puis faire franchir les spermatozoïdes avec un cathéter, transférer les spermatozoïdes dans la cavité utérine pour éviter le passage cervical. Ça, c'est l'insémination artificielle. La fécondation in vitro, quant à cette technique-là, permet de concevoir l'embryon en dehors de la cavité utérine et ensuite de transférer cet embryon dans la cavité utérine. Et puis la troisième grande technique, c'est ce qu'on appelle l'ICSI, c'est l'injection intracytoplasmique du spermatozoïde dans l'ovocyte. Ça, c'est quand le facteur est masculin. Dans la FIV, la fécondation ne se produit pas dans la trompe, mais au laboratoire. Les ovocytes et les spermatozoïdes vont donner un ou plusieurs embryons qui seront transférés dans l'utérus dans le but d'une grossesse. Les embryons du 5e jour, c'est le meilleur stade pour l'implantation. Donc ces embryons-là sont les meilleurs. Quand vous arrivez dans un laboratoire,
le plus important qu'on demande, c'est le taux de blaspulation. Est-ce que vous avez des embryons qui arrivent au 5e jour? Si vous avez un taux de blaspulation qui est élevé, on dit que le laboratoire est performant. Et nous, ici, chaque fois qu'on fait la mise en fécondation, on privilégie toujours le transfert à J5 parce qu'on veut avoir des meilleurs embryons. Les procédures sont très encadrées et les médecins vantent un taux de réussite de près de 32%, qui est nettement supérieur au taux de réussite moyen de 20% de l'Organisation mondiale de la santé. Près de milliers de bébés ont été conçus ici, grâce à la FIV. La performance a un coût qui reste attractif en Afrique et relativement bas pour les mêmes résultats en Europe. On peut aller en Turquie, on peut aller à Barcelone, on peut aller en France, mais l'environnement n'est pas pareil. Là, on est chez nous, on se comprend, on s'entend. Donc, je pense que les prix sont importants. L'AMP est une activité quotidienne. Nous avons, et sur le plan gynécologique et sur le plan du laboratoire, vraiment des appareils de dernière génération, un matériel de pointe, des médecins qui sont présents, disponibles, formés, des biologistes, des médecins biologistes, et des techniciens de laboratoire aussi qui sont présents, formés et qui travaillent tous les jours. À Abidjan, il y a d'autres centres aussi. La Côte d'Ivoire est vraiment, sans hésiter, une référence. Le parcours de l'AMP dans cette clinique est à la fois humain et médicalement ajusté. Les progrès scientifiques réalisés depuis la naissance de Louisa Brown, premier bébé in vitro, et les recherches de nos biologistes mènent à des taux de réussite croissants qui font que la majorité des couples deviendront parents. C'est le message d'espoir que véhicule aujourd'hui Dame Diaye. Le premier, il est en 4e cette année. Le deuxième, il est au CP2. Ils sont très, très normaux. Je n'avais plus de vie. Je pleurais à tout moment, tout bout de champ. Parce que je n'avais pas d'enfant. On m'indexe partout et elle. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, je suis plus épanoui. Je n'ai pas d'argent, hein, mais vraiment, je suis plus que quelqu'un qui a l'argent. Chirurgie cardiovasculaire, cardiologie interventionnelle, assistance médicale à la procréation, la magie talentueuse habituellement cachée des équipes médicales ivoiriennes n'a pas d'autre vocation que de servir la société.